La plupart des histoires que vous entendez sur notre chaîne, ce sont des récits bien flippants, on est bien d'accord, mais qui manquent parfois un petit peu d'authenticité, de preuves concrètes et réelles. C'est vrai qu'on se le dise, c'est plutôt rare d'avoir du matériel réel, genre des photos, des choses comme ça, mais là vous allez voir que dans l'une des histoires, on a du matériel à disposition. Et soyons complètement francs, ni vous ni nous n'aurions aimé être à leur place. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et Joe. Et ce soir on a le plaisir de vous retrouver pour un nouveau thread d'horreur, ça fait vraiment plaisir, franchement c'est cool d'être là. Vous l'avez vu, la routine des threads d'horreur est bel et bien revenue et cette fois on va pas la lâcher. On a eu notre petite pause estivale et franchement ça nous a fait du bien. On avait besoin de se recentrer, de discuter un petit peu de l'avenir de la chaîne, des concepts, etc. Et vous serez tenus au courant au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, on insiste là-dessus, n'hésitez vraiment pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez des histoires, des concepts, de tout ce qu'on fait en général. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là à l'écran. J'ai un peu mâché les mots, mais ce n'est pas grave. Il y a également le petit bouton rouge en bas, s'abonner, donc qui est juste en dessous de la vidéo. Parce que c'est vrai qu'on dit des fois de cliquer juste ici, alors qu'en fait il est juste en bas. Faut pas essayer, ça marchera pas, vous mettrez juste pause en fait. Il y a aussi la cloche. Mais bon, on est reparti pour cette ambiance bien flippante et macabre au courant de ces trois histoires et on commence avec la première. On est parti pour cette première histoire qui est celle de Alyssa et le premier truc qu'elle nous dit, c'est que cette histoire lui a appris énormément de choses quant à son intuition. Pour comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé, il faut en savoir un petit peu plus sur elle. Lorsqu'elle était un petit peu plus jeune et qu'elle avait 16 ans, elle a obtenu son permis parce que oui, aux États-Unis on peut avoir le permis à 16 ans. Et donc, comme la plupart des gens qui viennent d'avoir le permis, elle n'avait qu'une seule hâte, c'est utiliser une voiture. D'ailleurs, bon courage à tous ceux qui passent le permis en ce moment. Sauf que Alyssa, elle a quand même une petite passion qui est celle de l'horreur, de tout ce qui est énigmatique et mystérieux. La chance qu'elle a, c'est qu'une pote à elle est exactement pareille. Et donc, une fois le permis en poche, elle emprunte la voiture de ses parents et avec cette fameuse amie, elles partent à la recherche de maisons flippantes et d'urbex qu'elles pourraient explorer. Et pour le coup, elles ont quand même pas mal d'expérience. Elles ont vu des choses flippantes, elles ont vu des animaux flippants, des ambiances très cheloues. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'histoire qu'elle nous raconte ce soir ne tourne pas du tout autour d'un de ces urbex. Mais justement, elle nous dit que les personnes qu'elle a rencontrées ce soir-là sont encore plus flippants que tout ce qu'elle a jamais vécu en exploration urbaine. Un jour, alors que comme d'habitude, les deux filles prévoient de faire une nouvelle exploration, elles ont un petit creux. Il est midi, il fait super chaud, elles ont besoin d'énergie pour aller explorer ce nouveau lieu. Et donc assez naturellement, elles se disent qu'elles vont au McDo histoire de commander un bon petit repas et aller le manger dans un parc, histoire de faire un petit pique-nique. Le déjeuner est commandé, les deux filles se retrouvent dans un parc, autour d'une petite table. Il y a des gens qui ont des cannes à pêche et qui se dirigent vers le lac. Il y a des enfants qui sont en train de jouer, il y a des parents qui sont en train de les surveiller. Bref, rien de plus normal. Mais alors que Alyssa est en train d'enjoy son meilleur McChicken, d'un coup les deux filles sont interrompues par quelqu'un. Alors qu'elle est encore en train de mâcher son burger, Alyssa se retourne et elle voit que c'est un couple. Mais dès le premier regard, elle se rend bien compte que quelque chose est déjà très étrange. Elle ne saurait pas vraiment expliquer pourquoi, mais les deux ont un tempérament chelou, ils ont une aura assez malveillante et assez fausse. Mais bon, elle n'est pas du genre à juger au premier regard et donc Alyssa écoute ce qu'ils veulent dire. Et comme si ce n'était pas du tout évident, l'homme lui demande si elles sont en train de manger. Pendant que lui pose sa question naturellement et d'un air très chelou, la femme, elle, continue de regarder les deux filles avec un grand sourire. Alyssa et son amie Amélie ne sont pas du tout à l'aise, mais bon, elles décident quand même de répondre, et elles vont leur répondre qu'effectivement elles sont bien en train de manger. Et alors que la conversation aurait pu s'arrêter là, l'homme va réembrayer en posant une question qui n'a absolument rien à voir et il va demander si elles aiment les Rolling Stones. Alyssa n'a pas capté sur le coup, mais Amélie, elle, l'a compris. En fait, sur son sac, il y avait une petite image des Rolling Stones et donc c'était certainement pour ça qu'il lui avait posé la question. Comprenant ça, Alyssa se dit que c'était certainement pour ça qu'ils étaient venus et donc elle va répondre en détendant un petit peu l'atmosphère et en jouant le jeu. Apparemment, ça fait vraiment rire le couple parce que l'homme se met à se taper une gigabarre. Puis d'un coup, le couple arrête de rigoler net. L'ambiance redevient pesante et très chelou lorsque tout d'un coup, l'homme dit comment il s'appelle. Sauf que chose très étrange, il ne parle pas de lui à la première personne. Eux, ils m'appellent Jim, et moi, il m'appelle Alice. Et vous, comment est-ce qu'ils vous appellent? Alyssa ne comprend pas du tout ce qu'il se passe. Elle a l'impression que le couple parle d'un autre groupe de personnes, comme si c'était eux qui l'appelaient d'une certaine manière, presque comme s'ils appartenaient à une genre de secte, un truc du genre. Pour vous décrire vraiment son ressenti à ce moment-là, elle a presque l'impression qu'ils ne sont pas humains, que ce sont des extraterrestres, bref, qui ne sont pas du tout naturels. Alyssa sent que sa pote Amélie, elle, ne trouve pas la situation chelou et qu'elle commence même à répondre, mais elle ne le sent absolument pas, elle pose donc son sandwich et dit à sa pote de partir. Sans parler, Alyssa prend la main de sa pote et la dirige vers la voiture. Tout ça sans dire un mot, et d'ailleurs c'est exactement ce que le couple fait, il les regarde partir sans dire un mot.
À ce moment-là, vous êtes peut-être un petit peu dans l'incompréhension comme Amélie, en soi ils n'ont rien fait de mal et c'est exactement ce qu'elle se dit. Sauf qu'une fois dans la voiture, Amélie tourne le regard et là elle voit une chose très flippante. Alors que jusque-là ils étaient complètement calmes, les deux filles voient le couple en train de courir vers elles. Les fenêtres ouvertes, les deux amis entendent très distinctement le couple en train de leur hurler dessus, en train de leur dire de s'arrêter et de sortir de la voiture. Bien entendu, Alyssa n'obéit pas, elle au contraire, elle démarre la voiture et part en trombe. En regardant dans le rétroviseur, elle constate que le couple est toujours en train de courir derrière elle. Après quelques minutes, les deux filles se concertent, elles ne savent pas vraiment quoi faire. Amélie, elle décide d'appeler la police quand même parce qu'on ne sait jamais. Après avoir fait quelques rondes, les deux filles en voiture se sont quand même promenées un petit peu autour du parc pour voir si les individus étaient toujours là. Elle constate qu'un officier de police est effectivement en train de faire une genre de ronde, mais bon, ils n'ont l'air de rien avoir trouvé. Et avant de décider de partir complètement du parc en voiture, les deux filles s'arrêtent quand même au niveau d'une famille qui se trouvait à proximité d'elles dans le parc. Elle leur raconte l'histoire, elle les prévient que deux individus bizarres se baladent dans le parc et heureusement la famille les prend au sérieux. Et c'est ainsi que se termine cette histoire qui est quand même très étrange. Alyssa n'arrive toujours pas à comprendre aujourd'hui ce qui la rend aussi bizarre, mais elle sentait vraiment que quelque chose n'allait pas avec ces deux individus. Et apparemment ses doutes se sont bien confirmés étant donné l'étrangeté de la fin de cette histoire. Ok, j'espère que vous êtes vraiment chaud bouillant parce que cette histoire est quand même assez troublante. C'est celle de Madison et au moment où elle nous la raconte, elle s'est passée il y a à peine 5 jours. Madison est une jeune américaine de 19 ans qui est super contente au moment où l'histoire se passe pour une raison bien précise, c'est qu'elle et sa famille déménagent. Le jour où ça arrive enfin, elle est vraiment super contente, complètement refaite. Elle et ses parents chargent le camion de déménagement qu'ils avaient loué pour l'occasion et vraiment elle est toute excitée. En plus de ça, elle allait rentrer dans une nouvelle fac pour faire ses études de rêve, bref, tout va absolument pour le mieux. Mais avant d'emménager dans leur future et très belle maison, il y a un truc à faire et c'est bien entendu la route. Et pour la faire courte, leur maison est située au nord de la Floride, c'est quand même très loin et pour y parvenir, ils devaient s'arrêter 1 ou 2 nuits dans des hôtels, dans des motels, des choses comme ça pour pouvoir se reposer et partir de plus belle. Et en parlant de ça, après une bonne journée à avoir roulé sur la route, ils s'arrêtent à leur premier hôtel et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment un hôtel un peu miteux et super flippant. Le bâtiment est un peu vétuste, il n'y a quasiment personne, c'est juste à côté d'une station-service qui a l'air abandonnée et pleine de graffitis, bref, vous voyez le genre, c'est pas du tout rassurant. Et même le père de Madison, qui de nature est plutôt courageux, ne faisait pas vraiment le malin, il avait vu plein de reportages à la télévision, du coup il faisait quand même super gaffe. Et pour couronner le tout, leur chambre était tellement en mauvais état que la porte d'entrée ne fermait pas très bien, ils étaient obligés de mettre des chaises devant la porte pour éviter qu'elle s'ouvre en pleine nuit, bref, vous voyez le genre. Mais finalement, tout se passe plutôt bien. Ils se réveillent le lendemain matin avec tous leurs organes sur eux. Et après une deuxième longue journée de route, ils s'arrêtent encore une fois dans un hôtel complètement crevé dans une petite ville de Caroline du Nord. Petite précision tout de même, ils ne pouvaient pas s'arrêter dans n'importe quel hôtel ou motel pour une raison assez particulière et assez précise. Ils étaient en fait partis avec leurs 2 chats, il fallait donc trouver un hôtel qui accepte les animaux. Et une fois entrée dans le parking de l'hôtel, Madison se rend compte que ses chats ont l'air un peu agités. Elle ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est un petit peu bizarre, elle n'arrive pas à l'expliquer et c'est vraiment pas dans l'habitude de ses chats. Bref, ils sortent finalement de la voiture, prennent leurs affaires avec eux, ils sont complètement crevés et ce jour-là Madison nous l'avoue, ils n'ont pas vraiment la pêche, ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'arriver chez eux le plus rapidement possible. Et petite particularité, mais l'hôtel où ils étaient arrêtés, d'ailleurs c'est plutôt fréquent aux États-Unis, était en fait une chambre qui était située à l'extérieur et donc qui donnait sur le parking directement. Et c'est alors que la mère de Madison est sur le point de passer la carte magnétique sur le bip qu'une femme se met à hurler. Madison et ses parents sursautent, ils se sont complètement fait surprendre. Et en levant les yeux derrière eux, ils voient que c'est une femme qui a l'air complètement en panique totale, qui se met à courir vers eux. Son visage est quelque peu caché par son sweat à capuche, mais Madison voit très clairement qu'elle a l'air complètement crevée, complètement shootée, comme si elle n'avait pas dormi depuis 1 an. Et là, sans crier gare, la femme leur demande d'appeler le 911, elle le répète plusieurs fois, toujours avec une voix énormément paniquée, et elle dit même que le bébé est en danger et qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, et du coup elle leur prie d'appeler le 911. Madison et ses parents sont complètement décontenancés, ils ne comprennent pas du tout, surtout qu'ils n'entendaient absolument rien, ils ne voyaient aucune situation d'urgence. Mais en y réfléchissant, Madison se dit qu'ils étaient peut-être trop occupés avec le déchargement du camion et à prendre leurs affaires qu'ils n'avaient pas entendu et qu'il y avait effectivement un enfant qui était en danger.
Et d'ailleurs, elle nous le dit, elle a vraiment grand cœur, à chaque fois qu'elle voit quelqu'un qui a besoin d'aide, elle ne peut pas s'empêcher d'aller l'aider, et du coup elle commence à avancer vers la personne, mais là elle voit que son père lui arrache son téléphone des mains. Vous l'aurez compris, les parents de Madison sont plutôt méfiants, mais ils veulent quand même aider la personne, ils ne savent pas vraiment ce qu'il se passe. Et donc sa mère va simplement proposer de l'accompagner jusqu'à l'accueil pour qu'il puisse voir avec la femme qui y était ce qu'il se passait et s'ils pouvaient appeler un numéro d'urgence ensemble. Et c'est à ce moment-là que la femme devient complètement hystérique, elle répète encore une fois d'appeler le 911, que c'est une urgence, qu'il y a un enfant qui est en danger, tout en étant extrêmement paniquée dans son regard. Et surtout en fixant Madison dans les yeux, elle dit qu'elle n'a pas besoin de l'aide de la personne de l'accueil, mais que c'est bien de Madison dont elle a besoin précisément. Et là, avant même qu'elle ait le temps de réagir, elle se rend compte que son chat qui était dans sa cage et qu'elle portait à la main était complètement agité, qu'il montrait les crocs et qu'il voulait absolument sortir. De base, c'est un chat qui est plutôt calme, mais lorsqu'on le provoque un petit peu, il devient plutôt agressif. Et en voyant ça, la dame va simplement fixer le chat de Madison, s'approcher d'elle et lui arracher la cage des mains, tout en disant que oui, il devait aller à l'accueil pour mettre les bébés à l'abri. Bref, ça n'a absolument aucun sens, mais Madison se précipite pour récupérer la cage de son chat et finalement avec sa mère et son père, ils accompagnent l'étrange dame jusqu'à l'accueil où elle va raconter exactement la même histoire qui n'a ni queue ni tête. Et alors que la femme complètement dérangée était occupée avec la femme de l'accueil, Madison et ses parents profitent pour s'éclipser vers l'ascenseur. Madison voit la dame tourner les yeux vers eux et devenir tout rouge. À ce moment-là, elle est complètement paniquée, elle n'a absolument pas envie que la dame les suive et du coup elle va appuyer sur tous les étages de l'ascenseur pour pas qu'elle puisse les retrouver. Et la dernière image qu'elle va avoir juste avant que les portes se ferment, c'est celle de la dame complètement transie de rage qui court vers eux dans l'espoir de les rattraper, mais heureusement elle n'y arrive pas. Finalement, ils arrivent enfin à leur chambre, leurs nerfs se calment et c'est toute la pression qui redescend d'un coup. Les parents de Madison vont émettre l'hypothèse que c'était soit une personne qui était droguée ou alors qui avait une maladie mentale ou pire encore, ça pouvait être également une trafiquante d'organes qui essayait de les attirer quelque part pour leur faire on ne sait quoi. Et c'est trop pour Madison qui commence à fondre en larmes, elle se rappelle de toute la situation et elle se dit que si ses parents n'étaient pas là, elle aurait très certainement suivi la dame et elle ne sait pas vraiment ce qui aurait pu se passer. Ses parents essayent tant bien que mal de la rassurer mais ça ne va pas super bien marcher parce que pendant toute la nuit, Madison va être complètement paranoïaque à chaque fois qu'elle va entendre un petit craquement et ça va arriver plus d'une fois, elle va directement penser à la dame et se dire qu'elle les avait suivis et qu'elle les attendait sur le palier de la porte. Et le lendemain matin, toute la famille est prête au lever du soleil, ils n'ont plus qu'un seul but en tête, c'est d'arriver à la maison avant la tombée de la nuit le plus tôt possible, avec plus aucun arrêt dans des endroits effrayants, plus de rencontres bizarres avec des gens complètement chelous. Et en descendant et sortant de l'hôtel, ils vont repasser par l'accueil et tomber sur la femme qui avait pris en charge la dame. Et ce que la femme de l'accueil va leur raconter va complètement glacer le sang à Madison. Après leur départ, la dame était rentrée dans un accès de rage, était devenue complètement incontrôlable, avait serré les poings et était finalement sortie, mais il y a un détail vraiment super flippant. La femme de l'accueil en est sûre, lorsqu'elle avait tourné les talons, elle a vu dans la poche arrière de son jean qu'il y avait une seringue. Et malheureusement, ce genre d'histoire était déjà arrivé plus d'une fois, des personnes un petit peu trop crédules qui suivent des personnes qui ont l'air faussement paniquées dans une fausse situation d'alerte et qui finalement se font droguer et finissent avec des organes en moins, voire même pire. Bref, vous l'aurez compris, c'est absolument horrible. Bref, finalement, encore sous le choc, ils vont reprendre la route, c'est une raison de plus, et vont arriver à la nouvelle maison avant la tombée de la nuit comme c'était prévu initialement. Le déménagement se passe super bien, toute la pression est retombée, mais malgré elle, Madison garde un goût un peu amer du voyage. Elle se dit encore une fois qu'elle avait été beaucoup trop naïve et qu'elle n'aurait jamais su quoi faire si ses parents n'étaient pas là. Pour cette dernière et troisième histoire, on va vous raconter l'histoire du couple Mary et John. On vous prévient, ils ont vraiment vécu quelque chose de très étrange. Tout d'abord, il faut savoir que Mary et John sont propriétaires d'une boutique assez spécifique. Il s'agit en fait d'un commerce d'antiquités qui se trouve dans un lieu particulier car il s'agit d'une grange assez vieille. Leur magasin se trouve dans un immeuble de 5 étages, il y a des locataires qui y vivent et il y a également un restaurant. Vous allez comprendre plus tard pourquoi ce restaurant a une petite importance. Leur histoire se passe en 2022, donc l'année dernière par rapport au moment où elle nous raconte son histoire. On est en octobre et d'ailleurs c'est même un jour particulier en octobre car nous sommes le 31. Vous l'avez compris, c'est donc Halloween, le couple a quand même travaillé ce jour-là. Leur journée se passe très bien et à 17 h ils décident de fermer et d'aller manger ensemble en ville. Alors qu'il est maintenant 18 h 30 et que les deux sont en terrasse tranquillement en train de prendre un verre, Mary reçoit une notification sur son téléphone. Mais ce n'est pas une notification lambda, il s'agit de quelque chose d'assez important parce qu'il s'agit de la société de surveillance de leur magasin.
Apparemment, le détecteur de mouvement qui se trouve dans celui-ci s'est déclenché. Bon, les deux flippent un petit peu, bien entendu, ils ne finissent pas leur verre, ils décollent tout de suite pour aller au magasin et désactiver l'alarme, parce que vraiment, pour eux, à ce moment-là, il n'y a rien de vraiment alarmant. C'est certainement un oiseau, un rat ou alors un chat qui était coincé dans la boutique. Surtout que ce jour-là, ils sont partis un petit peu précipitamment, donc c'était fortement probable. Très vite, Marie et John arrivent devant le magasin, et pour l'instant, aucun signe d'effraction. Marie sort ses grandes clés, elle se dirige vers le portail pour l'ouvrir, pendant que John, lui, surveille un petit peu l'extérieur, et encore une fois, non, il ne trouve aucune trace d'effraction. Tout ça, ça les rassure un petit peu et ça les conforte dans leur hypothèse que c'est certainement un animal. À ce moment-là de la journée, il commence déjà à faire noir, il y a donc une petite ambiance qui s'installe, quelque chose d'assez flippant. Lorsque Marie rentre à l'intérieur du magasin, il n'y a rien d'autre que les ombres des armoires qui sont là. Et bien qu'un petit peu flippée, Marie prend son courage à deux mains, elle n'allume même pas les lumières du magasin, elle s'éclaire juste avec son téléphone et elle se dirige vers le sous-sol, là où il y a le détecteur de présence, histoire de désactiver l'alarme. Bien entendu, dans sa tête, il y a forcément John, son mari, qui la suit de très près. Une fois arrivée, elle remarque qu'il y a un signal lumineux rouge qui clignote, c'est effectivement l'alarme qui s'est déclenchée et donc très naturellement elle le désactive. Et donc jusque là, elle n'a vu aucune présence ni animale ni humaine. En se retournant, elle remarque que John ne l'a pas suivi, mais elle l'entend très bien, il est apparemment dans les allées au-dessus en train de se balader et en train d'essayer de fouiller la zone. Bon, rien d'alarmant, Marie se dirige donc vers la sortie et c'est là qu'elle tombe dessus. Comme vous pouvez le voir sur cette photo qu'elle-même a prise, il y a apparemment un espèce de kit de cambriolage, il y a une grande pince coupante et tout ce qu'il faut pour rentrer par effraction dans un magasin comme celui-ci. Les muscles de Marie se raidissent d'un coup, elle n'a jamais ressenti une peur l'envahir aussi vite. Elle a bien remarqué qu'aucune fenêtre n'était pétée, aucune porte n'était ouverte. Elle arrive donc à cette terrible conclusion, l'individu qui est rentré dans le magasin est certainement encore dedans. Plongée dans le noir à ce moment-là, elle ne peut s'empêcher d'imaginer l'individu dans un coin de la pièce en train de l'observer. Complètement figé dans l'obscurité pendant ce qui lui semble être une éternité, John se demande enfin où elle est. Il vient donc la voir et c'est là qu'il remarque son regard de terreur. Il voit aussi tout l'équipement qui servait à rentrer dans la maison. Il comprend donc la situation, il prend donc la main de sa femme et tous les deux sortent du magasin. Très vite, la police arrive, ils ne sont pas vraiment surpris eux de voir un équipement comme celui-ci, c'est assez banal apparemment. Et sans attendre, alors qu'à ce moment-là la situation n'a pas évolué, que le policier n'est pas encore rentré dans le magasin, les deux propriétaires décident de tout de suite récupérer les images de la caméra de surveillance histoire de dénouer ce qui vient de se passer. Et c'est là qu'ils le voient. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un homme qui a l'air déguisé et en fait il s'est confectionné ce masque sur place parce que ce masque appartient à la boutique elle-même. Apparemment l'homme était resté dans le magasin toute la journée, il a attendu de voir que tout le monde était en train de partir pour se cacher dans les toilettes. Bien entendu celles-ci ne sont pas équipées d'un système de détection et c'est pour ça qu'il avait pu se balader librement dedans en attendant qu'il n'y ait plus personne du tout dans le magasin. Une fois complètement seul, c'est là que l'individu sort de sa cachette et qu'il se balade librement dans le magasin. C'est à ce moment-là qu'il récupère le masque, qu'il le met, il se met aussi devant la caméra et commence à la fixer. On peut par exemple le voir sur cet extrait de caméra de surveillance alors qu'il est en train de regarder la caméra sans masque. Après avoir mis le masque, il se met à courir un petit peu partout, ce qui a d'ailleurs enclenché le détecteur de présence à 18h30. Mais il ne fait pas que ça, il commence à faire des roulades, il commence à faire des trucs qui n'ont absolument aucun sens. Il fait des allers-retours, il monte les escaliers, les redescend, il regarde la caméra puis recommence. Après ça, il a quand même utilisé des outils histoire de forcer l'endroit où il y avait la boîte à clés. Et c'est à ce moment-là que l'individu entend Marie rentrer dans le magasin. Complètement précipité, il lâche les clés, il lâche les outils qu'il vient de voler et il se cache. L'homme se dirige au sous-sol et il faut savoir qu'au sous-sol, il y a une espèce de tunnel. Pour y accéder, il y a une mini-trappe que l'homme a bien entendu forcer. Et si vous continuez dans ce tunnel, que vous empruntez tous les virages et tout ce petit labyrinthe, au final il y a une sortie qui se trouve au restaurant dont on a parlé au début de l'histoire. La sortie n'est pas dans un endroit qui est anodin parce qu'elle se trouve dans la cuisine du restaurant. C'est donc un endroit où il y a toujours beaucoup de monde, c'est aussi un endroit qui est couvert par les caméras. Bien entendu, après avoir vu ces images, Marie et John vont au restaurant, ils leur demandent à eux aussi leurs images de surveillance et il n'y a rien du tout. Ils vont interroger les cuisiniers, tout le personnel qui se trouvait dans les restaurants à ce moment-là et tout le monde va dire qu'ils n'ont vu personne. Il faut aussi savoir que ce tunnel est très sale, il y a énormément de boue et quand ils se rendent dans le tunnel, ils voient effectivement qu'il y a de la boue partout, des traces de pas. Mais dans le restaurant, il n'y a aucune trace, comme si l'individu n'était jamais passé par là. Après ça, John et l'officier vont parcourir le tunnel, ils ne vont pas le faire entièrement parce que clairement l'ambiance est trop sinistre. Et c'est le policier lui-même qui va demander à John de sortir parce qu'il sent que quelque chose ne va pas. Malheureusement, ce policier va leur apprendre qu'il ne peut plus rien faire, et donc qu'il va être obligé de laisser John et Marie dans ce doute. Bien entendu, eux ne peuvent pas rester comme ça, ils ont vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être que l'homme est toujours dans ce tunnel.
John prend donc une décision et il va engager les procédures qui ensuite seront acceptées pour faire barricader ce tunnel des deux côtés. C'est donc ce qu'ils font et jusque-là, ils n'ont plus aucune nouvelle de cet individu. Ils n'ont aucune idée de où il était passé, est-ce qu'il a réussi à sortir par une autre trappe, est-ce qu'il est bel et bien sorti par le restaurant. Marie se demande même si l'individu n'est pas encore dans le tunnel, ce qui signifierait qu'il serait maintenant bloqué à travers les murs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que John et Marie n'ont actuellement aucune réponse à leurs questions. Apparemment, du temps est passé après ces événements et ils n'ont toujours aucun signe de cet individu. Marie nous dit quand même qu'elle est toujours terrifiée lorsqu'elle revoit les images et elle n'arrive pas à s'empêcher de repenser à ce moment où elle était dans le noir et que l'individu y était certainement aussi. On ne vous avait pas menti lorsqu'on vous avait dit en introduction que les illustrations, les photos réelles qu'il y avait dans cette troisième histoire étaient bel et bien flippants. Franchement, même nous, en regardant les photos des caméras de surveillance, on était un petit peu flippés, un petit peu intimidés de se dire que si on était à leur place, finalement, on aurait vraiment flippé. Je sais pas si ma phrase a du sens, mais vous avez compris. Vous avez compris l'idée. Surtout que c'est quand même vraiment mystérieux parce qu'on n'a aucune idée de où est passé ce gars. Surtout que cette fois, il n'y a même pas de mystère du est-ce que cette histoire est vraie ou pas parce qu'on a les photos, on a les preuves des caméras de surveillance. Donc le mystère est vraiment entier. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos théories. Vous pensez qu'il est où ce gars ? Et donc en tout cas nous on espère qu'il n'est pas actuellement dans votre cave, c'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite. Et si vous avez aimé cet épisode, si vous avez une remarque à faire ou des théories à nous faire partager, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, c'est vraiment super cool, on répond à tout le monde. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux qui s'affichent juste là. N'hésitez pas surtout à aller sur le petit Discord qui est là parce que nous on parle en direct avec vous. Il y a toujours une super bonne ambiance. Très actif. On discute et c'est vraiment très cool de pouvoir parler avec vous en direct. Bref, sur ce, c'était Joe et Kratos. On était vraiment super ravis de vous retrouver pour ces 3 histoires super flippantes. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire. Ciao. Et c'est une fin de tournage. Yeah. Marie et John. Ah ouais, putain, j'aime pas fait exprès. Propriétaire d'un magasin assez PC. Ah! Alright. Et j'ai tant besoin de t'avoir. Incroyable. Alors ça, t'inquiète pas que c'est moi qui vais la monter.